Les éléments Bootstrap. Le framework Bootstrap met à notre disposition un très grand nombre d'éléments qui sont faciles à prendre en main et permettent de concevoir rapidement des designs complexes, des pages web responsives. D'ailleurs, c'est le but d'un framework, faire gagner du temps aux utilisateurs en leur proposant un ensemble d'éléments qui sont déjà préconçus. Une fois bien maîtrisé, Bootstrap, c'est vraiment un outil de choix qui est très intéressant pour réaliser des designs complexes et robustes, tout en assurant une cohérence dans l'ensemble du design. Icônes, images, alertes, boutons, etc. Bootstrap possède sa propre bibliothèque d'icônes au format SVG qui est conçue par @mdo et maintenue par l'équipe Bootstrap. Complètement open source et donc forcément accessible à tous, il y a plusieurs façons d'utiliser les icônes Bootstrap. Pour accéder à la bibliothèque, on se rend sur l'onglet Icons de la documentation Bootstrap. Pour commencer, on télécharge le fichier et on inclut les icônes dans le projet. On peut télécharger le fichier complet grâce et à partir de l'adresse GitHub, donc github/twbs/icons/release. Bon, je vous laisse regarder directement sur le site de Bootstrap pour avoir le lien. Placez ensuite les icônes qui nous intéressent dans le dossier du projet et ensuite on peut les placer comme les images dans un projet. Donc là, vous avez un exemple. On peut personnaliser les dimensions de l'icône en utilisant les attributs width et height. Utiliser le lien CDN. Comme pour le CSS, Bootstrap permet et propose un lien CDN à placer entre les balises L du projet. On peut le voir ici. Le dernier lien, c'est le lien du CDN, Icons, Font. On peut maintenant simplement chercher l'icône dans la bibliothèque de Bootstrap et copier-coller le lien icon font, donc ici. On note que la balise pour que les icônes est notée I et on peut utiliser font size et color pour personnaliser nos icônes. Donc je vous laisse recopier le code et tester de votre côté. Pour chaque icône, on peut utiliser le chemin HTML et coller dans le code de notre projet. Pour personnaliser les icônes avec les attributs width et height, on peut les dimensionner et fill pour la couleur. On note que Current Color utilise la couleur de l'élément parent. On peut aussi choisir une couleur en utilisant des hexadécimales. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, allez voir le cours sur HTML. Maintenant, on va parler des images. Bien que une image soit responsive, c'est-à-dire qu'elle n'est jamais plus grande que son élément parent, on peut utiliser la classe .img-fluid et de cette façon, l'image sera toujours contenue dans sa div, quelle que soit la dimension de l'écran du visiteur. Les alertes. Les alertes permettent de fournir un message qui est contextuel à l'utilisateur grâce aux multitudes de messages d'alerte qui sont disponibles et flexibles. C'est important de respecter les couleurs qui sont fournies par Bootstrap pour les alertes car très souvent elles ont une signification en fonction du contexte. Les alertes ont pour rôle de donner une information contextuelle à l'utilisateur. Elles ont des classes, .alerte et .alerte donc la couleur, et des attributs rôle égale alerte, comme on peut le voir ici. Lorsqu'on a beaucoup de contenu à placer dans une alerte, on peut utiliser les tags HTML tels que les titres, les paragraphes et les tags d'emplacement HR. Des éléments HTML, donc ici comme on peut le voir, on a tout ce qu'on a écrit. Ici, on peut aussi utiliser les icônes dans nos alertes. Il suffit de choisir le type d'icône à utiliser, soit le path HTML, soit une icône font, soit une icône image. Attention, il faut choisir le path HTML. La div parente doit avoir la classe .d-flex pour que l'icône se place à côté du texte.
Alerte avec icône utilisée comme font. Les icônes de type font utilisées dans les alertes sont placées dans le paragraphe P. Alors là, c'est le même principe qui est appliqué lorsqu'on utilise une icône de type image. Le tag IMG est placé dans le paragraphe P. On remarque que l'icône est en noir. On peut changer la couleur. Il faut soit changer la couleur en CSS, soit on peut retravailler l'image avec des logiciels de retouche d'image tels que GIMP, Photoshop, etc. Il est possible d'utiliser et d'ajouter un lien dans nos alertes. Pour que le lien ait une couleur qui corresponde avec la couleur de l'alerte, il suffit d'ajouter la classe .alerte-link à la balise A du lien. Les boutons. Bootstrap propose plusieurs boutons avec des styles qui sont prédéfinis comme les couleurs pour donner un sens sémantique. La balise bouton et la classe bouton BTN. Il est aussi possible d'utiliser la classe .btn à d'autres éléments tels que les liens A et les soumissions de saisie dans les formulaires de type input. Donc là, on peut voir les types de balises utilisables, les styles de boutons et la disposition des boutons. Je vous laisse quelques minutes pour lire, mais on reverra ça dans quelques instants. Bouton avec la balise de bouton. Utilisez la classe .btn-primary pour la couleur en plus de la classe. .btn permet d'utiliser toutes les classes de couleurs que Bootstrap propose. On a un exemple de bouton simple ici à gauche et ensuite on peut opter pour un style personnalisé en inline comme on le voit ici. Ensuite, avec la balise de A, on peut utiliser avec un lien A et lui donner la classe .btn. Pour qu'il soit comme un bouton, il ne faut pas oublier l'attribut rôle btn. On a le bouton avec la balise input. Ce bouton de type input, de type submit plutôt, sont généralement destinés à envoyer un formulaire, s'inscrire, se connecter à un site. On indique dans Values la raison du bouton. La bordure. Les boutons Bootstrap avec bordure sont transparents, puis prennent une couleur de fond lorsque la souris les survole. À noter que la couleur du texte change pour garder un bon contraste. Les tailles de boutons. Alors bien sûr, au fur et à mesure, je vous laisse tester le code. Si je vais un peu trop vite, n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause. La taille de bouton. Bootstrap propose deux tailles de boutons avec des classes .btn-lg pour qu'un gros bouton ou .btn-sm pour un petit bouton. Les boutons inactifs. Dans certains cas, c'est intéressant d'avoir un bouton inactif. Il suffit d'ajouter l'attribut Disabled au bouton. Attention, ça ne fonctionne que pour les liens hypertexte. Il faudra à ce moment-là ajouter une classe .disabled, supprimer l'attribut href et mettre l'attribut aria-disabled égale true pour les liens qui sont inactifs. Les boutons disposés l'un au-dessus de l'autre. Donc, on a la possibilité de mettre plusieurs boutons l'un au-dessus de l'autre, selon les besoins que l'on a. Dans un premier temps, ici, avec une largeur de 100% du contenant, on utilise la classe .d-grid pour que les boutons soient placés l'un sur l'autre et gap-étoile pour créer un espace vertical entre les deux. À noter que la classe .gap-étoile va s'utiliser sur les éléments en display grid ou display flex et qu'on peut prendre la valeur de 0 à 5 pour un espacement plus ou moins grand. Grâce au breakpoint, on peut changer la disposition des boutons en fonction de la taille de l'écran du visiteur. Par exemple, si on veut des boutons empilés jusqu'à la taille d'écran LG puis l'un à côté de l'autre, pour cela, on utilise la classe .d-grid pour qu'il soit empilé. Si désiré, la classe gap-étoile pour créer un espace puis y mettre la classe .d-lg-bloc pour que les boutons se mettent l'un à côté de l'autre. La classe .d-bloc remplace la classe .d-grid et va annuler de ce fait la classe .gap-étoile.
Bon, comme ça, c'est un peu compliqué, donc n'hésitez pas à tester les codes. On peut aussi ajuster la valeur de nos boutons avec la classe .col-étoile et, de ce fait, si c'est désiré, les placer au milieu de l'écran avec la classe .mx-auto. Alignement horizontal. On peut aussi aligner horizontalement nos boutons avec la classe .justify-content-start, .justify-content-center et .justify-content-end. Bien sûr, c'est selon ce que l'on veut, à gauche, au milieu ou à droite. Dans le cas où les boutons devront être en display flex, il est recommandé de donner au premier bouton une petite marge avec la classe .me-étoile pour un meilleur rendu. Bouton avec icône. On peut aussi utiliser les boutons avec les icônes. Donc là, on va voir comment c'est agencé nos éléments HTML pour un rendu différent sur chaque bouton. La classe .d-bloc sur la balise de l'icône permet d'avoir une icône placée en haut ou en bas du texte. Les groupes de boutons. Bootstrap propose toute une gamme de groupes de boutons qui sont destinés à des utilisations qui sont bien précises. Les boutons sont cette fois englobés dans une div qui aura la classe .btn-groupe. Cela va permettre aux boutons d'être groupés sur une ligne. Il est important de donner un attribut rôle à cette div et un aria label explicatif pour les lecteurs d'écran. Le rôle peut être rôle égale groupe pour un groupe de boutons ou rôle égale toolbar si le groupe de boutons fait partie d'une barre d'outils. Donc ici, vous avez un récapitulatif. Utilisez .btn group pour regrouper les boutons sur une ligne. On a l'accessibilité, les types de boutons de groupe, les boutons pour fermer également. Maintenant, les boutons simples. Donc ici, dans cet exemple, on a un groupe de boutons avec l'attribut rôle égale groupe. Notre classe .active sur le deuxième bouton, cela signifie que l'objet du bouton est consulté pour un rendu explicite. La couleur est légèrement plus foncée. Les liens hypertextes. Donc ici, le groupe de boutons de type A, on n'a pas besoin de donner l'attribut rôle au lien. La classe .btn va remplir cette fonction. À noter tout de même que cette fois, le aria-current page indique au lecteur d'écran que nous sommes sur un lien hypertexte, une page. Il ne faut pas hésiter à utiliser la classe de style tels que les couleurs ou les contours sur les boutons avec les classes .btn-étoile et .btn-outline-étoile. Dans les cas de figure, les classes et les tailles des boutons seront placées sur la div du groupe en addition à btn-groupe. Il y a deux mêmes classes pour les boutons individuels, à savoir -sm et lg. On peut écrire btn-groupe-sm pour les groupes de petits boutons et même chose mais -lg pour les boutons larges. Les barres d'outils. Pour créer des barres d'outils avec Bootstrap, on peut inclure nos divs .btn-groupe dans une autre div qui aura la classe .btn-toolbar. Il faudra alors renseigner l'attribut rôle avec rôle égale toolbar et le aria label. Les checkbox. Pour rappel, ce sont des options à choix multiples pour créer une checkbox. On a juste besoin du tag input et label. Donc ici, on a donc le checkbox et input et la classe .btn-check. L'attribut ID de l'input doit être indiqué et identique à l'attribut for du label. Les radios, donc à l'inverse de ce qu'on a vu précédemment, les options radio ne peuvent avoir qu'un seul choix possible. Le principe est tout de même identique au bouton précédemment vu, avec seulement le type radio et l'input qui changent l'addition de l'attribut name btn radio pour que l'option fonctionne correctement. Les menus déroulants. Pour que la fonction dropdown marche correctement, il faut que le JavaScript de Bootstrap ainsi que les scripts popper doivent être placés en fin de body. Dans le cas des menus déroulants, on ajoute la classe .dropdown-toggle au bouton et à l'attribut data
-bs-toggle égale dropdown, qui est là pour déclencher le JavaScript qui rend le menu déroulant possible. Sous le bouton, on met notre liste. Ici, on a ordonné avec le tag UL qui prend la classe .dropdown-menu à l'intérieur et on place nos éléments de liste LI qui eux prennent la classe .dropdown-item. Donc bon, si c'est un peu compliqué à concevoir comme ça, n'hésitez pas à tester également. Je vous invite d'ailleurs à chaque étape à écrire le code sur votre IDE et à tester. Les boutons verticaux. Pour obtenir un groupe de boutons placés verticalement, il suffit d'écrire la classe btn-groupe vertical au niveau de la div du groupe. Donc comme on a pu le voir ici. Donc le bouton fermé, certains éléments, par exemple les alertes, peuvent être fermés par les visiteurs de la page. Bootstrap a pour ça un petit élément appelé close button. Cet élément fonctionne avec JavaScript. Il faut donc que le script bootstrap.min.js soit inclus dans la page pour que ça fonctionne. Donc on a un petit exemple. Alors, à noter tout de même que la div ayant la classe .alert-dismissible. Cette classe additionnelle informe le navigateur que cette alerte est supprimable par l'utilisateur. Ici, bien qu'il y ait la balise bouton, il n'y a pas de bouton à proprement parler. La classe .btn-close du bouton donne cette petite croix de fermeture, l'attribut donc data-bs-dismiss égale alerte déclenche JavaScript qui rend l'action possible. Donc les badges, ce sont des fonctions affichées de compteurs ou des indicateurs. On utilise la classe .badge-color-ex. Donc là, par exemple, on a primary qui est un exemple. Maintenant, les listes, tableaux et formulaires. Bootstrap propose une série de classes pour personnaliser les listes numérotées ou non, comme en HTML. Les éléments de liste LI non numérotés sont mis entre le tag UL pour les ordonnées. Les éléments de liste LI numérotés sont mis entre les tags OL pour ordered list. Donc on a une ordered list pour UL et ordered list pour OL. Les tags UL et OL ont la classe .list-group et les éléments LI ont la classe .list-group-item. Donc là, on a un résumé qu'on peut voir. Je vous laisse quelques minutes pour le lire. Donc, utiliser les listes simples avec couleurs, icônes et badges. Donc, comme on peut le voir. Donc, on peut y ajouter des liens, des boutons, les badges, des icônes et les checkbox des radios. Grâce au JavaScript de Bootstrap, on peut également interagir avec les listes. Donc, dans l'exemple qu'on a ici, on a deux listes. La première n'est pas ordonnée, alors que la deuxième l'est. Cette dernière a la classe additionnelle list group numbered. On remarque que la deuxième liste ne possède plus de bordure. Ceci est dû à la classe list-group flush qui va éliminer nos bordures et les coins arrondis. On note aussi les classes déjà connues telles que .active pour que les deuxièmes éléments de la liste, ceux qui leur donnent un fond de couleur et .disabled pour le quatrième élément qui les rendent inactifs. On a mis des couleurs sur les troisième et cinquième éléments avec la classe list group item avec une étoile où l'étoile va représenter le nom de la couleur. On peut bien évidemment utiliser la classe de couleur qui est disponible dans Bootstrap. Les icônes sont les premiers et cinquièmes éléments de notre liste. On peut les placer avant ou après le texte. On peut préférer un icône au-dessus ou en dessous du texte et de se faire ajouter la classe .d-block à l'icône et placer l'icône avant ou après le texte. Les classes .me-2 et .ms-2 sur les icônes créent une petite marge entre le texte et l'icône. Enfin, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a placé un badge entre les troisièmes éléments des listes
pour un joli rendu, on a mis les classes .deflex, .justifyContent, between et .aligningCenter sur l'élément de la première liste, ce qui place notre badge à droite de l'élément. Pour conclure, pour avoir le même rendu sur la deuxième liste, on n'a pas besoin de justifier nos éléments. Cela aurait mis le chiffre à 3 à gauche, le texte au milieu et le badge à droite. Par contre, il suffit de mettre la classe .ms auto sur le badge pour le mettre complètement à droite. Utiliser les listes horizontales. On peut maintenant agencer nos listes à l'horizontale en ajoutant la classe additionnelle .listGroup horizontale. Cette classe peut accueillir les breakpoints pour une meilleure responsivité. Utiliser les listes avec liens et boutons. On peut créer des listes avec des liens et boutons pour donner un effet de survol et ainsi attribuer des actions aux éléments des listes. Pour cela, on ajoute la classe .list-groupe, -item, -action au lien ou au bouton. Pour rendre un élément de liste inactif, on peut utiliser l'attribut disabled sur les boutons. En revanche, il faut savoir que cet attribut ne fonctionne pas sur les liens. Pour rendre un lien inactif, on ajoute la classe .disable au lien. La première liste est rédigée avec le lien A. Le premier lien est actif et possède la classe .active et l'attribut reaction true pour les lecteurs d'écran. Le cinquième lien, en revanche, est inactive. La classe .disabled est ajoutée au lien. La seconde liste est faite avec des boutons. Il faut noter que la classe .btn n'existe pas dans ce cas. Par contre, l'attribut type button est là pour informer le navigateur qu'on est sur un bouton. Le cinquième bouton est inactif avec l'attribut disable. Actionner les listes. Pour rendre nos listes interactives, le script JavaScript de Bootstrap doit être inclus dans le body. On a besoin de l'attribut data-bs-toggle list sur l'élément lien pour déclencher le JavaScript. Donc dans l'exemple qu'on a, on a d'abord noté .row dans le rôle, tab panel, suivi d'une div ayant l'attribut id malist et attribut rôle tab list. Viennent ensuite la liste des liens avec les classes .list-groupe item .list groupe item action et les attributs data-bs-toggle égaliste href dièse accueil pour donner le chemin du lien et rôle tab. C'est ce qu'on voit sur la gauche. Le contenu de droite est mis dans la seconde div qui, comme classe.tab-content, chaque partie du contenu correspond à un lien de la classe .tab-pan. L'attribut id doit être identique à l'attribut href de dièse id du lien correspondant à l'attribut rôle et rôle tab panel. Les classes .fad et .show sont là pour donner un petit décalage entre le moment où on clique sur le lien et l'apparition du contenu. En cliquant sur le lien de la liste à gauche, le contenu du lien va apparaître sur la droite. Il ne faut pas hésiter à reproduire l'exemple qu'on a là pour bien comprendre son fonctionnement. Ça sera plus clair en essayant de refaire. À noter tout de même qu'on peut avoir exactement le même rendu en utilisant des boutons plutôt que des liens. Il suffit de remplacer les tags A par des tags button et donner un type button au bouton pour s'assurer que les ID soient identiques au href dièse ID. Maintenant, parlons des tableaux. Utiliser des tableaux. Bootstrap nous offre beaucoup de possibilités pour personnaliser nos tableaux HTML. Donc, pour rappel, voici de quoi nos tableaux sont constitués. Donc, tag table, qui définit que nous sommes sur un tableau. Donc, tag THEAD, qui définit la ligne des titres de tableau. Tag TH, qui définit la cellule. TBody, le corps. TR, définit une ligne. TD, une cellule. Tfoot, le pied. Caption, la légende. Voici un exemple de tableau qui reprend les éléments essentiels qu'on va utiliser avec Bootstrap.
Dans cet exemple, on a réuni un grand nombre de classes qui n'est pas exhaustif. Mais déjà, on a une petite idée des possibilités qui s'offrent à nous concernant la construction de tableaux. Les balises table possèdent beaucoup de classes. Pointable va indiquer que nous sommes sur un tableau. Pointable warning donne la couleur jaune au tableau. Pointable striped donne cet effet strié. Pointable over un effet grisé lorsqu'on survole une ligne. Pointable bordered met une bordure sur le tableau, etc. Point border primary, on a déterminé la couleur de la bordure. Point caption top va donner une légende au tableau. On note que l'absence de cette classe mettrait la légende en dessous du tableau s'il y en a une. Le tag HTML caption est utilisé pour la légende. Le THEAD, c'est un tag HTML pour les titres de tableau. Donc on note que la classe pointable-dark, qui donne la couleur de fond noir, mais donne les titres en blanc. Les tags TH, on l'attribue scape call, ce qui signifie que le titre se reporte sur les cellules des colonnes. Dans les parties body du tableau, on constate que TH possède l'attribut scope row, ce qui signifie qu'on se focalise maintenant sur la ligne. La cellule, par exemple, du bois, alors je précise bien, c'est un exemple, à la classe pointable active, ce qui la rend vraiment grisée. La cellule Marguerite, la vache, l'attribut span 2, ce qui signifie qu'elle prend 2 cellules à elle toute seule. Et enfin, dans le pied du tableau, on a mis un icône, un bouton et 2 boutons radio pour illustrer la possibilité qu'offre un tableau. Le tableau est entouré de divs ayant pour classe pointable-responsive-md, ce qui va permettre d'avoir une barre de défilement horizontale en bas du tableau lorsque l'écran atteindra la taille médium et que le contenu du tableau sera plus grand que l'écran. Les formulaires. Bootstrap nous permet de créer des formulaires simplement et rapidement afin d'obtenir un rendu cohérent sur les navigateurs et les différents types d'écrans. On peut vérifier les entrées effectuées par les visiteurs grâce à l'attribut de type. Il est donc important de renseigner cet attribut. Donc là, je vous ai mis un résumé. Je vous laisse quelques minutes pour lire. Donc voici un exemple. Bootstrap propose un ensemble de classes pour utiliser nos champs de formulaire. Les tags labels ont la classe .form-label, tandis que les champs input et textArea ont la classe .form-control. Les attributs forts des labels doivent être identiques aux attributs ID, les champs input. L'attribut required indique que le champ doit être renseigné pour que le formulaire puisse être envoyé. Donc, pour simplifier, c'est obligatoire de le renseigner. Modifier la taille des champs. Bootstrap nous donne 2 tailles supplémentaires pour nos champs avec les classes .form-control-lg pour des champs larges et pareil mais sm pour des plus petits. Rendre les champs inactifs. On peut désactiver les champs, les rendre en lecture seule et même les deux à la fois. Donc ici, l'attribut disabled rend le champ inactif, l'attribut read-only rend le champ inactif. Cependant, si l'attribut est seul, c'est-à-dire sans attribut disabled, comme pour le troisième exemple, le champ est toujours sélectionnable avec la souris, mais ne peut pas être renseigné. Enfin, il faut savoir que si un champ possède l'attribut read-only et la classe .form-control-plaintext, comme on peut le voir dans le dernier input, les styles par défaut Bootstrap sont désactivés, mais le champ conserve des espaces et margin padding. Utiliser les champs de type select. Les champs de type select ont la classe .form-select. Les classes de taille select peuvent aussi s'appliquer à ces champs. Pour un grand champ, on peut ajouter la classe .form-select-lg. Et pour un petit, c'est la même chose sauf que c'est -sm à la place de lg. On peut rendre la sélection multiple avec l'attribut multiple. Enfin, on peut désactiver ces champs avec l'attribut disabled. Utiliser les champs de type checkbox et radio. Donc, comme dans un formulaire HTML classique, on a la possibilité d'utiliser les types checkbox et radio.
Les champs de type checkbox radio sont entourés d'une div ayant pour classe .form-check. Les champs input et label ont respectivement les classes .form-check-input et .form-check-label. L'attribut checked rend la case sélectionnée par défaut. L'attribut disable rend le champ inactif. Quant aux attributs checked et disabled, sur un même input rend le même champ inactif mais sélectionné. Les champs de type radio auront exactement les mêmes classes et possibilités. Seul l'attribut type donc change pour radio. Maintenant, switch. Les champs de type switch sont souvent utilisés dans des formulaires de consentement. GDPR. Ce sont en réalité des champs de type checkbox. Les switches sont des checkbox sur lesquels on indique un attribut role switch. Les champs sont entourés d'une div ayant pour classe .form-check et .form-switch. Les mêmes attributs check, disabled et disabled checked sur un même input peuvent être appliqués. .form-check inline. Donc bon, là c'est par défaut, les checks et les radios sont en display bloc. Pour les aligner, il suffit de rajouter .form-check inline sur la div .form-check. Donc comme on peut le voir ici. Maintenant, .form-check reverse, on peut mettre notre checkbox radio et switch à droite du conteneur en ajoutant la classe .form-check reverse. Le type range, donc pareil, ça permet à l'utilisateur de donner une valeur numérique comprise entre deux bornes. Donc on a le label à la classe .form-label, tandis que l'input à la classe .form-range. On peut intégrer les attributs min et max et spécifier les valeurs de la plage. Par défaut, ces valeurs sont comprises entre 0 et 100, mais on peut les modifier. On peut aussi utiliser l'attribut step pour spécifier une valeur de pas. Dans l'exemple donc on a le nombre d'étapes est doublé par l'utilisation de step 0.5. Les labels flottants. Les labels flottants vont permettre de garder le placeholder toujours visible. Lorsque l'utilisateur va renseigner le champ, le placeholder se réduit et se met au-dessus du champ de saisie. En utilisant la classe .form-floating sur la classe entourant les inputs et labels, le placeholder reste flottant dans le champ au-dessus de la ligne d'écriture. Il faut noter que l'input doit être un placeholder et doit être placé avant le label. Conclusion. Donc si on doit conclure tout ce qui a été dit, le framework CSS Bootstrap, c'est vraiment un outil indispensable à connaître pour les développeurs, car c'est très utilisé. Vous avez pu voir dans cette vidéo l'ensemble des éléments Bootstrap qui permettent de créer du contenu assez complexe qu'on peut intégrer à nos pages web très rapidement. La documentation Bootstrap va fournir des exemples qu'on peut simplement copier-coller dans notre IDE pour personnaliser grâce aux classes déjà prédéfinies, le tout sans une seule ligne de CSS. Alors bien sûr, il existe des sites qui en proposent d'autres, comme par exemple Bootsnip. Bien entendu, on peut aussi tout à fait personnaliser davantage notre propre feuille de style CSS, mais lorsque nous ne sommes pas encore au stade de maquette, les classes Bootstrap sont amplement suffisantes, le système de grille très intuitif et la multitude d'éléments d'agencement possibles permettent de faire des maquettes en un temps record et les clients sont de manière globale assez satisfaits.